Et on va s'intéresser maintenant à une question un peu vertigineuse avec vous, Mathias Pessiglione. Pourquoi faire un effort alors qu'on pourrait rester sans rien faire? Effectivement, les maths peuvent aussi répondre à ce genre de drôles de questions. Vous êtes directeur de recherche à l'INSERM, vous animez une équipe intitulée Motivation, cerveau et comportement à l'Institut du cerveau de la Moelle, situé au sein de l'hôpital Pitié-Salpêtrière, c'est à Paris. C'est à vous. Bien, merci beaucoup. Je ne suis pas sûr que le micro-cravate fonctionne. Alors d'après nos amis qui enregistrent, ça fonctionne le micro-cravate. Oui. Il faut juste vérifier qu'il est bien à l'endroit. C'est-à-dire orienté vers le haut. Ça ne vous dérange pas si je prends le micro? Oui, finalement, si vous êtes plus à l'aise avec le micro-main, vous pouvez faire avec le micro. Bien, bonjour à tous. Merci d'être venus. Bravo aux organisateurs d'avoir su créer l'occasion de ces échanges. Donc je pense que mon rôle dans la journée, c'est d'apporter le niveau psychologique. On vient parler du mental. Je vais parler essentiellement de motivation en partant d'une idée très simple, c'est que les gens qui courent, ou les sportifs en général, ont un cerveau. Dans ce cerveau sert à quelque chose, ils ont quelque chose en tête, et ce qu'ils ont en tête va influencer la façon dont ils courent et va influencer leur performance. Et c'est ça qu'on essaye un petit peu, on va essayer de capturer avec des équations mathématiques, puisque c'est le sport d'aujourd'hui. Alors, je ne suis pas mathématicien, en fait, moi je suis psychologue. Je vais essayer de tenir une voix moyenne. En général, quand je parle à des psychologues, ils trouvent ça trop compliqué. Et quand je parle à des mathématiciens, ils trouvent ça ridiculement simple. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Je dirige une équipe de recherche à l'Institut du cerveau et de la moelle, donc je fais des neurosciences. Voilà, je suis neuropsychologue. Alors, et là j'ai perdu l'autre manette. Donc je viens d'une perspective un petit peu différente, puisque ce qui m'intéresse, le genre de questions que je me pose, vient des troubles de la motivation tels que on les perçoit en clinique. Et vous savez que ces troubles, par exemple l'apathie, on va dire que l'apathie en première approche, c'est le contraire de la motivation. Si je ne suis pas motivé, je suis apathique. Vous savez qu'ils sont présents dans la plupart des troubles, en neurologie, en psychiatrie, et puis même dans la plupart des maladies. Et comment est-ce qu'ils sont évalués à l'heure actuelle? Ils sont évalués avec des questionnaires, avec des échelles psychométriques, tels que celui-ci. Alors malheureusement, c'est une version anglaise, mais le principe, c'est que vous avez 14 questions. C'est un petit peu comme les tests que vous avez dans les magazines là, pour savoir qui vous êtes, vous savez, les tests de personnalité. Il faut répondre à ces 14 questions, et puis ensuite, vous avez un système pour obtenir un score. Et vous avez un score total sur 42. Si vous êtes à plus de 14, vous êtes apathique. Et j'attire votre attention sur deux de ces questions. La question 7, do you have motivation? Est-ce que vous êtes motivé? Et la question 14, est-ce que vous vous considérez comme apathique? Alors vous voyez qu'en fait, avec ces questionnaires, on demande en gros au patient s'il est motivé ou s'il n'est pas motivé. On lui demande de faire le diagnostic. Et on utilise des termes du langage courant qui sont utiles en clinique, puisque ça permet de parler avec le patient, mais en même temps qui sont des termes assez fourre-tout, assez grossiers, comme la motivation, qu'on peut définir de plein de façons différentes, et qui ne permettent pas de faire un lien précis avec des mécanismes cérébraux particuliers. Alors ce sont des tests qui sont conditionnés à l'introspection, et on n'a pas toujours des patients qui ont un bon insight sur leur propre fonctionnement psychologique. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de question par rapport à la neurophysiologie, et donc c'est difficile avec ces questionnaires de faire des prédictions sur l'effet des médicaments, par exemple, qu'on peut envisager en cas d'apathie ou de dépression. Alors comment est-ce qu'on peut améliorer les choses? C'est ce qu'on se propose de faire. On va essayer de décomposer la motivation en sous-processus élémentaires. On va essayer de les formaliser, donc avec des équations, et puis pour chacun de ces processus ou chacune de ces variables, essayer de trouver un contrepoint dans le cerveau. Donc on va essayer de construire un modèle neurocomputationnel de la motivation du comportement. Alors, on va partir de l'idée générale. Le cas de travail, c'est le comportement dirigé vers un but. Et dans ce cadre-là, la motivation, c'est en fait un concept qui est utilisé par l'observateur pour essayer de comprendre le comportement d'un agent, pourquoi cet agent fait ce qu'il fait. Et on voit qu'il y a plusieurs acceptions communes au terme de motivation. Il y a d'abord la motivation comme contenu. Ça, c'est quand on se dit quelle est la motivation, quelle est la raison cachée, quel est le motif de l'action. Et le contenu, c'est en fait le but, c'est-à-dire la situation du monde que l'agent anticipe et qu'il va rechercher parce qu'il considère qu'elle est bonne pour lui. Maintenant, il y a aussi la notion de motivation comme processus. Ça, c'est l'étymologie. Motivation, c'est mettre en mouvement.
Et donc on va dire que la motivation, c'est le processus qui va adapter le comportement de façon à atteindre le but. Et il y a en gros deux grandes composantes. Il faut ajuster la direction du comportement, à savoir avec la prise de décision, choisir entre plusieurs alternatives. Et puis l'intensité du comportement. Pour se rapprocher du but, et il faut agir non seulement dans la bonne direction, mais aussi avec la bonne quantité d'énergie. Évidemment, le comportement doit être instrumental, c'est-à-dire qu'il doit rapprocher du but, il doit réduire le délai d'atteinte du but, augmenter la probabilité d'atteindre le but. Et puis, dernière acception de la motivation, c'est la motivation comme quantité. Alors ça, c'est ce qu'on sous-entend quand on dit j'ai interviewé un étudiant, il n'avait pas l'air très motivé. Ou bien pour prendre un exemple sportif, si l'équipe de France a perdu dimanche dernier, c'est parce qu'elle n'était pas suffisamment motivée. Autrement dit, la récompense qu'elle attendait ou qu'elle associait au fait de gagner le match n'était pas suffisamment importante pour qu'elle mette assez d'énergie dans la partie. Et bien en fait, on peut essayer de quantifier cette motivation, soit directement par le bénéfice, d'accord, ça c'est la valeur du but, ou bien par le coût que l'agent est prêt à investir pour atteindre le but. S'il s'engage dans l'action, c'est qu'il va considérer que les bénéfices surpassent les coûts, et en fait il va engager n'importe quel coût qui est inférieur aux bénéfices attendus. Donc en regardant la quantité d'efforts qu'une personne met dans son action, on peut avoir une idée de sa motivation. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut essayer de construire un test comportemental dans lequel on va pouvoir quantifier les bénéfices et les coûts. Et voilà, je vous propose un de ces tests. C'est un test tout simple. C'est comme dans les jeux de fêtes foraines. Vous avez une force à appliquer sur une pince. Donc vous devez serrer la pince qui est ici, de façon à faire monter le niveau de mercure dans le thermomètre. Donc ce que vous avez à l'écran ici, c'est un retour en temps réel sur la force que vous appliquez. Et il faut essayer de monter le plus haut possible, parce que plus vous montez haut, et plus vous allez gagner de l'argent. Mais l'argent que vous gagnez dépend aussi de la quantité qui a été mise en jeu lors d'un essai particulier de ce test. En fait, on va faire plein d'essais, une série d'essais, et à chaque essai, vous avez une somme en jeu qui va différer et qu'on vous présente sous la forme d'une pièce de monnaie. Donc là, par exemple, il y a 1 euro en jeu, je serre la pince, si j'arrive tout en haut, je vais gagner 1 euro, si j'arrive à la moitié, je gagne 50 centimes, etc. Ça, c'est pas un exercice de pensée, c'est-à-dire que concrètement, vous faites venir des personnes, des sortes de cobayes, à qui vous proposez cet exercice de la pince avec rémunération, c'est ça? Oui, on le fait vraiment. On le fait vraiment, d'accord. Il faut s'inscrire où pour venir jouer C'est pas juste pour rigoler. D'accord. On le fait vraiment. Et je vais vous montrer des résultats en fait de ces expériences. Alors juste pour préciser, on joue pour de l'argent réel en fait dans ces expériences. Du moins les gens croient qu'ils jouent pour de l'argent réel. Ah, parce qu'à la fin vous leur donnez pas vraiment? En fait, on leur donne une somme qui est la même pour tout le monde pour des raisons éthiques, parce que comme on teste des patients et que la performance dépend évidemment de la pathologie, on ne voudrait pas pénaliser financièrement des gens qui sont déjà pénalisés sur le plan de leur santé. Mais on donne une somme qui est supérieure à ce qu'ils ont gagné en fait dans la tâche, comme ça tout le monde est content à la fin et personne ne se plaint. Néanmoins, ces sommes sont relativement réduites, étant donné le budget de la recherche, je pourrais continuer comme ça. Ce que je voulais préciser, c'est que le sommet du thermomètre ici, ça correspond à la force maximale du patient qu'on mesure au début. On peut la calculer en fait théoriquement à partir de mesures de la masse musculaire, où on peut simplement demander au patient de faire son maximum. Et donc en fait le test est calibré en quelque sorte pour chaque individu, pour chaque sujet, et il n'est pas dépendant de la capacité musculaire. Alors avec ce test, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des expériences de neuroimagerie, où là on va chercher des correspondances avec des entités cérébrales. Par exemple, le concept de bénéfice attendu qui va rentrer dans notre schéma conceptuel. Il correspond notamment à des régions profondes du cerveau qu'on appelle les ganglions de la base, que vous avez ici en vue 3D. Et on peut montrer que même si on masque les enjeux avec des présentations subliminales, les sujets des expériences n'auront pas conscience des enjeux. Néanmoins, ces enjeux inconscients vont activer ces régions-là et vont faire en sorte que les sujets produisent plus d'efforts, appuient plus fort sur la pince et gagnent plus d'argent. Là, vous voyez que ça, c'est le comportement d'un sujet normal. Donc, si on varie les enjeux entre 1, 10 et 50 euros, vous avez un profil de force. On voit qu'il va produire plus d'efforts et il va aussi forcer plus longtemps quand on est à 50 euros par rapport à 10 ou 1 euro. Et on peut comparer à ce comportement normal le comportement de patients, et notamment de patients en neurologie, donc des patients qui ont des lésions dans le cerveau.
Ici, vous avez un exemple, je ne suis pas sûr que vous voyez les lésions, mais il y a 2 trous dans les noyaux profonds du cerveau. Ici, on dit que c'est une lésion bilatérale qui donne un tableau d'apathie très sévère, où les patients ne font rien de toute la journée, et qui contraste avec l'absence de déficit sur le plan moteur et cognitif. Donc ils peuvent bouger, ils peuvent réfléchir, mais ils ne font rien. Une espèce de tableau d'apathie pure. Et dans cette tâche-là, on voit que la force qu'ils produisent n'est pas modulée par les récompenses attendues, par leur intérêt financier. Et dans la suite, je voudrais prendre un exemple d'une maladie qui est la maladie de Parkinson, que vous connaissez sans doute, puisque vous savez que c'est une maladie de la personne âgée. En général, ce qu'on sait de cette maladie, c'est qu'elle occasionne des tremblements. Ce n'est pas néanmoins le symptôme le plus embêtant pour le patient. Le plus embêtant, c'est une forme de paralysie qui s'appelle l'akinésie, la difficulté à produire des mouvements, et qu'on considère en général comme un symptôme moteur. Mais néanmoins, chez ces patients, il y a aussi des déficits motivationnels. Il y a à la fois une akinésie et une apathie. Et il est difficile en fait de mettre la frontière entre ce qui ressort de la motricité et ce qui ressort de la motivation. C'est ce qu'on va essayer de faire dans la suite. Et en fait, quand on a en neurologie des patients comme ça qui ont une réduction du comportement spontané, qui ne font pas grand-chose, on peut toujours se poser ce genre de questions. Est-ce qu'il ne bouge pas parce qu'il n'a pas la capacité de bouger, ou est-ce qu'il ne bouge pas parce qu'il n'a pas envie de bouger? Et en fait, on pourrait même raffiner un peu la question sur le plan du calcul coût-bénéfice. Si c'est un problème motivationnel, est-ce que le patient n'a pas envie de faire les choses parce qu'il sous-estime les récompenses? Je vous dis par exemple, on pourrait aller à cette soirée, mais vous n'en attendez pas tellement de plaisir, donc vous n'allez pas sortir de chez vous. Ou bien parce que le patient surestime les coûts. Ça, c'est le cas où vous vous dites que ce serait bien d'aller à la soirée, vous avez envie de voir des amis, mais rien qu'à l'idée de s'habiller, de prendre le métro, etc. Ça paraît trop coûteux, et donc le résultat est le même, vous restez chez vous. Ou bien, dernière possibilité, vous aimeriez aller à la soirée, mais vous n'avez simplement pas la capacité motrice de vous déplacer jusque-là. Alors, ce qu'il faut savoir aussi sur la maladie de Parkinson pour comprendre la suite, c'est qu'elle est caractérisée par une déplétion en dopamine qui est liée à une dégénérescence des neurones du mésencéphale. Vous ne voyez pas très bien, mais peu importe ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la déplétion en dopamine qui cause les symptômes de la maladie de Parkinson, et c'est ce qu'on corrige avec les traitements, avec les médicaments qui visent à restaurer les concentrations en dopamine. Et donc on va pouvoir poser à propos de la dopamine les mêmes questions qu'à propos de la maladie. Est-ce que la dopamine intervient dans le calcul des bénéfices, dans le calcul des coûts, ou bien dans la motricité? Alors, je reprends le test. C'est le même que tout à l'heure. À chaque essai, vous avez une somme d'argent en jeu. Plus j'appuie fort, plus je vais haut dans la grille, plus je me rapproche de ma force maximale et plus je gagne de l'argent. Là, vous avez le comportement du patient sur 3 essais, mettons. Donc ça, c'est la force produite au cours du temps. Et on va s'intéresser d'abord au pic de force. Et si je regarde la façon dont le pic de force est relié aux enjeux, ben, je vois une augmentation. Donc ça, c'est l'effet motivationnel. Hein. Plus il y a d'argent en jeu, plus je m'active. Et puis on va comparer 3 groupes. En noir, vous avez un groupe de sujets témoins. Et puis en vert et rouge, vous avez un groupe de patients qui est testé après traitement ou avant traitement par les agents dopaminergiques. Et ce qui se dessine, c'est une différence de pente. Autrement dit, quand on donne le traitement, les patients semblent devenir plus sensibles aux enjeux monétaires ici. Et puis dernière chose, il y a une loi très connue dans le contrôle moteur qui relie le pic de... La légende est fausse ici, ça c'est le pic de force. Pardon, le pic de force au pic de vitesse. Qui dit que plus j'atteins un pic de force élevé, et plus je veux monter vite vers ce pic de force. La vitesse, c'est la vitesse de montée en force, ici, qui est donc la dérivée de la force par rapport au temps. Alors j'en arrive au gros morceau. Donc ça, c'est la diapo difficile. Comment est-ce qu'on va s'y prendre pour modéliser le comportement dans cette tâche-là? Eh bien, on va essayer d'intégrer des principes qui viennent de la théorie de la décision économique avec des principes qui viennent de la théorie du contrôle moteur, qui est la même que la théorie de la commande optimale dont on a parlé tout à l'heure. Et donc je parle de l'analyse économique bête. Ce que je dois décider, c'est le pic de force que je vais produire, d'accord, dans la tâche, en fonction des bénéfices et des coûts. Donc la valeur décomptée ici, c'est simplement les bénéfices moins les coûts. Et donc je dois calculer ces 2 termes. Je vais commencer par les coûts. Le problème, c'est qu'un même pic de force, je peux l'atteindre avec des trajectoires de montée en force différentes. Et c'est là que la théorie du contrôle optimal est intéressante parce qu'elle spécifie comment on va monter
en force ici de façon à minimiser le coût. D'accord ? Et comment est-ce qu'on calcule ce coût ? On va dire que le coût, c'est simplement l'intégrale de la commande motrice entre le début de la montée en force et l'atteinte du pic. Et cette commande motrice est déterminée par cette équation différentielle qui relie la dérivée de la force par rapport au temps et la force elle-même. Donc à partir de là, je peux donner un coût qui est unique pour chaque pic de force possible. D'accord ? Je peux choisir n'importe quelle force entre 0 et ma force maximale, mais pour chacune de ces forces, il y aura un coût qui est explosif, c'est-à-dire qui va vers plus l'infini quand je me rapproche de 1, qui est ma force maximale. Et puis on a rajouté un petit terme ici qui dépend de n, qui est le numéro de l'essai, c'est-à-dire que c'est un terme qui va rendre compte de la fatigabilité. Au fur et à mesure que j'avance dans la tâche, je vais fatiguer de plus en plus et le coût va être de plus en plus important. Et puis maintenant, le terme de bénéfice, lui, il est plus simple parce qu'il est donné en fait par le test, la façon dont le test est structuré. Vous vous rappelez que la rémunération dépend de R, la récompense qui est en jeu, et puis de F, le pic de force produite. Et puis aussi, il y a un autre terme ici qui est indépendant des récompenses financières et qui sert à capturer, alors il n'est pas très bien défini sur le plan psychologique, mais le fait que c'est bien de faire une force importante, indépendamment de l'argent qui en résulte, parce qu'on veut impressionner l'expérimentateur, ou parce qu'on veut battre son record, ou montrer comment on est fort. Toutes ces raisons psychologiques vont rentrer dans ce terme ici. Et donc là, vous avez le terme des bénéfices, et la fonction en fonction du pic de force. Même chose pour le coût, et quand on fait la soustraction, bénéfice moins coût, ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a un seul optimum, et le modèle va naturellement prédire que le patient va produire la force à l'optimum, c'est-à-dire celle qui maximise la valeur nette, c'est-à-dire qui maximise les coûts et qui minimise les bénéfices. C'est ce que dit le dernier terme ici. Alors, est-ce qu'on peut aller assez rapidement à la conclusion, parce que sinon on n'aura pas le temps de vous poser la moindre question, ce qui serait dommage. La réponse est oui. Merci, ça m'arrange. Combien rapidement ? Bon, on a déjà dépassé, donc c'est à vous de voir de combien vous voulez dépasser. Hein, mais... Je vais quand même parler des principes d'utilisation du modèle. Il y a une première façon d'utiliser, c'est de faire des simulations, comme on a vu tout à l'heure. Je peux changer les paramètres du modèle et regarder comment ça va impacter le comportement. Mais une deuxième chose dont on a moins parlé, c'est comment on peut ajuster le modèle au comportement observé. Moi, je ne suis pas Madame Soleil, donc j'ai besoin de fitter le modèle sur le comportement pour inférer les paramètres. Vous savez que dans les modèles, il y a des constantes qu'on appelle des paramètres libres. Le principe, c'est que tous les sujets, tous les patients vont suivre les mêmes principes, mais par contre que les constantes vont caractériser chaque sujet. Et quand je fitte le modèle, je peux comparer différentes possibilités. Par exemple, si je reviens au rôle de la dopamine, a priori, la dopamine peut jouer sur n'importe lequel des 5 paramètres libres, ce qui fait que j'ai 32 sous-modèles possibles. Et quand je compare mes modèles en fonction des données, je vais trouver que la dopamine joue à la fois sur la sensibilité à la récompense et sur le taux d'activation motrice. Et ces deux paramètres du modèle corrèlent avec des scores cliniques. L'effet sur la sensibilité à la récompense corrèle avec l'effet sur l'apathie, et l'effet sur le taux d'activation motrice corrèle avec le score sur la kinésie. Et il semble donc que j'ai réussi à dissocier ici la composante motivationnelle et la composante motrice du comportement observé dans la tâche. Alors pour conclure, on peut appliquer d'abord ce modèle en clinique. On peut faire ce qui s'appelle un phénotypage computationnel, c'est-à-dire déterminer pour chaque patient ou chaque maladie ou chaque traitement quels sont les paramètres du modèle qui vont être impactés. Et on peut comme ça personnaliser les traitements qu'on va donner aux patients. On a des composantes cette fois-ci qui vont correspondre à des entités cérébrales particulières. J'ai déjà parlé du lien entre récompense et dopamine, mais par exemple pour le coût de l'effort, ce seraient d'autres régions du cerveau qui seraient impliquées. Et puis on peut penser à l'étendre à d'autres types de récompenses, à d'autres types d'efforts, alors non seulement dans le sport, d'autres types de sport, mais aussi peut-être des efforts mentaux et pas simplement des efforts physiques, par exemple des efforts attentionnels. Et puis à d'autres types de comportements, puisque comme le modèle calcule une valeur nette, il peut aussi rendre compte de la façon dont on prend une décision. Quand on a deux options, on va choisir celle de plus grande valeur attendue. Voilà, je m'arrête là, désolé pour le dépassement. C'est pas grave, c'était intéressant. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? S'il y en a plusieurs, on les prendra en même temps pour faire une réponse groupée. Merci.
je me permets une question. En fait, donc là, c'est des cas critiques, mais qui sont importants. Et comment vous feriez le lien de ce type d'études pour étudier, par exemple, projeter sur le sport et ce que ça peut apporter, voilà, sur les sportifs, avec la notion de motivation? J'ai envie de dire qu'on pourrait envisager le même genre d'approche que ce qu'on avait vu avec le modèle précédent, c'est-à-dire qu'on pourrait fitter le modèle sur le comportement des sportifs, inférer les paramètres libres et essayer de voir sur quels paramètres le sportif peut travailler pour essayer d'améliorer sa performance en fonction des simulations du modèle et de la personnalisation computationnelle du sportif. Dans vos études, vous avez dit, pour tester la motivation, il y avait ce vecteur de l'argent, mais on peut imaginer qu'il y a plein d'autres raisons d'être il y a plein de choses qu'on fait dans la vie pour autre chose que de l'argent. Est-ce que ça fonctionne toujours pareil dans le cerveau, quelle que soit la cause de la motivation, ou est-ce que vous avez étudié un type de motivation parmi tant d'autres? Oui, alors c'est une très bonne question. Donc on prend l'argent en fait pour des raisons pratiques. L'argent est facile à quantifier, et c'est une motivation à peu près universelle. La plupart des gens pensent que gagner plus d'argent, c'est mieux que gagner moins d'argent. Et puis c'est une motivation pour laquelle il n'y a pas de satiété. On peut gagner de l'argent, on a toujours envie d'en gagner. Je dis ça par rapport aux récompenses alimentaires. Donc pour ces raisons pratiques, on utilise l'argent. Mais en fait, on ne pense pas qu'il y a une zone cérébrale de l'argent ou qu'il y a quoi que ce soit de particulier avec cette récompense-là. On pense au contraire que le cerveau fonctionne de la même façon avec différents types de récompenses, qu'elles soient très primaires comme les récompenses alimentaires ou très abstraites comme avoir le prix Nobel, être aimé, être applaudi, etc. Et en fait, il n'y a pas de raison de principe pour lequel le modèle ne pourrait pas s'appliquer à d'autres types de récompenses et même à des motivations qu'on pourrait dire intrinsèques. Vous savez que les psychologues ils distinguent la motivation extrinsèque. Donc je fais une tâche, j'accomplis une tâche pour ce qu'elle va m'apporter et pas pour elle-même, et une motivation intrinsèque. Je fais une tâche parce qu'elle me fait plaisir. D'ailleurs, on entend souvent les sportifs, quand ils répondent aux interviews, dire j'ai essayé de me faire plaisir, aujourd'hui j'ai pris plaisir, etc. Donc il y a aussi cette dimension intrinsèque dans le sport, même s'il y a beaucoup de motivations extrinsèques, parce qu'il y a les médailles, les coupes, les prix, les classements. Et en fait, on pourrait appliquer le modèle à une motivation intrinsèque, c'est-à-dire que le bénéfice dans le modèle serait le plaisir que je retirais de l'activité sportive elle-même. Merci à vous, Mathias Pessiglione. Il y a une dernière question là-haut. On va faire la question vraiment courte et la réponse courte. Mais bon, primo-lycéens qui veulent prendre la parole. Merci. Du coup, si d'un point de vue théorique, le sportif, il pensait si on pouvait le faire croire qu'il était tout le temps dans la recherche du plus grand objectif, donc si par exemple pour chaque entraînement, il pensait qu'il était en finale des Jeux Olympiques, est-ce que sa motivation et donc sa performance, elle serait toujours au maximum? Alors, en fait, pour ce genre de performance, en fait, il y a une caractéristique quand même de cette performance qui la rend un peu différente d'une performance sportive réelle, c'est qu'il n'y a pas vraiment de notion de précision dans le geste. En gros, plus je mets d'énergie et mieux je performe, plus je serre la pince et plus ma performance est importante. Je dis ça parce qu'on peut observer des effets paradoxaux de la motivation, ce que les journalistes appellent trembler sous la pression. Vous savez, quand on est très très motivé, on peut rater un penalty, on peut rater un lancer franc, etc. Et ça existe, on peut l'étudier au laboratoire. C'est des phénomènes psychologiques qui existent. Donc j'ai envie de dire oui, plus le sportif est motivé, plus il va mettre d'efforts. Donc tout ce qui dans la performance va dépendre de l'énergie dépensée va augmenter, mais par contre il risque de perdre en contrôle, en précision, et si la performance dépend crucialement de ça, comme quand on tire un penalty, ça peut au contraire détériorer la performance. Merci Mathias Pessiglione, vous pouvez l'applaudir. Ça